Il y a 32 ans, presque jour pour jour, étaient signés les accords d'Oslo. Une vague d'optimisme se lançait au niveau mondial. Il y aurait enfin la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et tout le monde y croyait. On voyait des enfants palestiniens offrir des fleurs aux soldats israéliens. Alors certes, les accords étaient un peu inégaux dans la mesure où les Palestiniens reconnaissaient l'État d'Israël dans ses frontières, alors qu'Israël ne faisait que reconnaître l'autorité palestinienne. Mais néanmoins, malgré cette inégalité, on pensait que le mouvement vers la paix était irréversible. Que s'est-il passé et pourquoi en est-on arrivé aujourd'hui à cette situation catastrophique où la paix semble en fait désormais presque impossible et où c'est l'horreur quotidienne? Alors, qui s'est opposé aux accords d'Oslo? Côté palestinien, le Hamas qui a commis des attentats et côté israélien, le Likoud et bien sûr l'extrême droite. Et ce sont eux qui ont gagné la partie de chaque côté. Rabin a été assassiné par un extrémiste israélien qui a réussi. Peu de terroristes réussissent leur but politique. Lui, il voulait faire dérayer le processus, il y est parvenu. Et le Hamas, de son côté, a multiplié les attentats qui ont effrayé et scandalisé la société israélienne. Clinton a tenté un coup de poker en faisant une paix un peu rapide et peut-être même bâclée au camp David, ça a échoué. Et Ehud Barak tient aussi une très grande responsabilité puisqu'il est revenu de camp David en disant nous n'avons pas de partenaire et les Israéliens ont logiquement voté pour ceux qui souhaitaient une solution de force plutôt que donc le Likoud, plutôt que ceux qui prônait la paix, le Parti travailliste, tout en disant qu'il n'avait pas de partenaire. Et Sharon a fait une provocation qui ne lui a pas coûté, qui au contraire lui a rapporté. Il est allé, malgré les avis négatifs des services de sécurité israéliens, sur l'esplanade des mosquées et il a déclenché des émeutes qui ont été réprimées par les Israéliens et le cycle de la violence a repris. Sharon a été élu et puis en fait, à chaque attentat du Hamas, il s'est attaqué à l'autorité palestinienne et non pas au Hamas. Et donc l'autorité palestinienne était prise entre deux feux, entre le Hamas qui contestait son leadership et les Israéliens qui contestaient lui. Et puis, Sharon a réussi ce coup de communication génial en disant nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat. Et donc il a fait une campagne très réussie de communication dénonçant comme antisémites les attaques contre Israël, associant le mouvement national palestinien à l'islamisme et au mouvement d'Al-Qaïda. Et donc, on a parlé d'islamisme, de terrorisme, d'antisémitisme, et le soutien aux Palestiniens s'est érodé dans le monde occidental. Tout ceci a conduit à une censure de ceux qui soutenaient la cause palestinienne comme défense du droit international et du droit des peuples à l'expression, et l'autocensure qui a été encore plus forte que la censure. Soutenir les Palestiniens, c'était être accusé d'être pro-Hamas, c'était accusé d'être antisémite et donc en fait, peu de gens ont continué à le faire. Yossi Beilin, le leader du MAPAM, le mouvement de gauche israélien, avait annoncé que s'il y avait un retrait unilatéral de Gaza, c'est le Hamas qui allait en profiter et pas l'autorité palestinienne. Et Sharon a fait un retrait unilatéral de Gaza qui sera suivi de la prise du contrôle du territoire par le Hamas. Donc, il n'y aura pas de Singapour sur la Méditerranée comme on pouvait y penser au début. Puis, un blocus a été instauré. Et donc, ce qui a permis au Hamas encore plus d'étendre son contrôle sur Gaza. Et à partir de là, Israël a poursuivi la colonisation de la Cisjordanie avec son lot d'arrestations arbitraires, d'expulsions de Palestiniens de leur maison, d'un système de plus en plus différencié de gestion, ce qui permettait à beaucoup de parler d'apartheid, et surtout, à de nombreuses reprises, des bombardements sur Gaza qui ont détruit les infrastructures, mais surtout qui ont fait de nombreux morts par centaines. Israël a détruit de nombreux biens financés par l'Union européenne, financés par la France, sans que l'Union européenne et la France ne protestent réellement, sauf verbalement et de façon très platonique. Et par rapport à la poursuite de la colonisation, l'amplification de la répression, il y avait des protestations européennes, des protestations américaines jusqu'en 2016, mais rien de concret n'était mis en place pour condamner ce que faisait Israël. On se contentait de protestations purement platoniques. Bien sûr que le Hamas a de lourdes responsabilités, bien sûr que l'autorité palestinienne est corrompue, mais qui a lancé la corruption de l'autorité palestinienne et qui a fait que le Hamas se soit développé, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Il est certain qu'en l'absence de tout processus politique, le Hamas ne pouvait qu'élargir son influence et que le blocus sur Gaza ne pouvait qu'élargir l'influence du Hamas. Et donc on s'est habitué de peu à peu à ce maintien de l'occupation, à cette amplification de la colonisation, à cette amplification de la répression, sans rien dire, sans agir. Et donc Israël s'est senti à chaque fois
autorisé, légitimé à être un peu plus dur, être un peu plus répressif et à faire moins de concessions aux Palestiniens, ce qui ne l'empêchait pas, de engranger les succès diplomatiques, amélioration des relations avec l'Europe, lune de miel avec, Trump lorsqu'il a été élu en 2016, accord d'Abraham qui lui ouvrait la voie de la réconciliation avec des pays arabes, succès aussi, diplomatique et sécuritaire en Afrique et bonnes relations tant avec la Chine qu'avec la Russie. Donc en fait, les Israéliens se sont dit qu'il n'y avait aucun effort à faire, ils pouvaient continuer la répression sans risque et au contraire, ils étaient sur une lancée diplomatique, un succès. On était quelques-uns à dire que la question palestinienne, si elle n'était pas réglée, était une bombe à retardement. On passait pour des aigris, pour des gens qui étaient de la nostalgie et qui n'avaient pas une analyse sérieuse de la situation. Et donc, il était évident pourtant qu'à force de mettre le couvercle sur la marmite, la situation explosive allait déraper. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais pourquoi Israël aussi a durci la répression et étendu la colonisation? C'est qu'il n'y avait aucun coût à le faire. Et donc, pourquoi se priver de quelque chose qui ne coûtait rien et qui pouvait satisfaire une partie de la population? Et au fur et à mesure, la question palestinienne est sortie du paysage politique israélien. Pendant très longtemps, le débat politique en Israël, c'était est-ce qu'il faut la paix par la force ou la paix par la négociation? Ensuite, il s'est transformé, est-ce que l'on continue la politique actuelle ou est-ce qu'on l'étend en annexant carrément la Cisjordanie ou en étant encore un peu plus dur et en développant encore plus la colonisation? Pourquoi Rabin s'est lancé dans le processus des accords d'Oslo, lui qui était le général qui avait réprimé la première intifada? C'est qu'il y a eu une pression américaine de George Bush qui avait dit à Isaac Shamir, son prédécesseur, que s'il continue la colonisation, les États-Unis cesseraient d'aider de façon inconditionnelle Israël. Et donc Rabin a compris que l'intérêt national d'Israël était de négocier avec les Palestiniens qui étaient les voisins. Donc il ne l'a pas fait par amour des Palestiniens, il l'a fait pour défendre l'intérêt national israélien de façon conséquente. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, du fait de la sensibilisation des opinions à l'intifada, du fait de la fin de la guerre froide, Israël devait changer de politique pour continuer à avoir le soutien des pays occidentaux de façon pleine et entière. C'est Michel Warschawski, le pacifiste israélien, qui dit: «Pourquoi la paix maintenant s'est développée après 82?» Elle s'est née avant en 78, mais ça s'est surtout développé en 82. C'est qu'il y avait bien sûr l'horreur qu'ont suscité Sabra et Shatila dans l'opinion israélienne, mais surtout la peur d'être isolé, la peur de devenir un État paria par rapport à, au par rapport, à la critique morale de ce qui s'est passé à Sabra et Shatila. Et donc, en fait, comme on a abandonné la critique d'Israël, comme il y a ce sentiment d'impunité, on peut en arriver là, un génocide qui est en cours et qui, pour l'instant, se fait en toute impunité et on ne voit pas pourquoi Israël changerait de position, changerait de politique. C'est donc un feu vert qui est donné par les Occidentaux et plus largement par la communauté internationale à Netanyahou, à ses alliés extrémistes Vladimir Smotrich, qui se sont félicités de la CIA de Rabin. Et on ne peut qu'être frappé par l'ampleur des critiques adressées à Israël et par l'absence de gestes concrets pour l'empêcher. Et donc, on ne voit pas en quoi l'horreur va s'arrêter. Elle va au contraire se développer sous nos yeux et face à notre impuissance et à notre inaction collective.